C'est un détournement en bande organisée. Ça veut dire qu'on est dans la logique du résultat forcé. Ça attaque, ça contre-attaque et ça tire dans tous les sens. Océan Football Club, Epiphane Axel Boyanho et ses consultants jouent leur match en studio. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission Océan Football Club, on parlera de cette sortie attendue du Bénin lors du deuxième tour de la Coupe du Monde 2018 de football, deuxième tour des éliminatoires. Match à suivre forcément en octobre prochain. C'est un deuxième tour très attendu face à un gros, le Burkina Faso. On évoquera également la crise du football béninois et l'arrivée des émissaires de la CAF et de la FIFA à Cotonou. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième mission de la FIFA? Les réponses à suivre dans cette émission. On parlera enfin dans cette émission des transferts, notamment de Stéphane Sesseyon, qui brille quand même avec son club West Bromwich Albion, qui l'a mis sur la liste des transferts. Océan Football Club ce mardi matin, c'est en compagnie de Elvis Ressou. Il y a également Habib Ishola Aruna qui est présent en studio ce matin. Et puis on a également en studio notre ami Armel Kassavi. Bonjour à tous. Bonjour Epiphane, bonjour aux auditeurs. Allez, bonjour Epiphane, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour Axel et Epiphane en Boyanro. On dit bonjour à tout le fan club de Elvis Ressou officiel, c'est important de le rappeler. On rappelle également que Océan Football Club a sa page officielle, Océan Football Club -OFC, c'est sur Facebook. Allez faire un tour et kiffer la page, c'est très important. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et on dit également bonjour à une dame qui est très amoureuse de Océan Football Club. C'est mademoiselle Christelle, c'est du côté de Saint-Michel. Voilà. La liste a été longue, mais bon, j'ai pu terminer. Oui, on démarre tout de suite. Océan FM, Océan FM. Le sport, une passion. Le sport, une passion. Habib Ishola Aruna, d'habitude vous êtes de l'autre côté en tant que réalisateur de cette émission. Pour la première fois, vous êtes en studio pour intervenir dans le débat. Habib, le Bénin joue en octobre prochain en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 contre le Burkina Faso. C'est le deuxième tour parce que le Bénin est exempté du premier tour de cette compétition. Alors un gros match nous est offert, en tout cas Bénin-Burkina Faso, puisque le Burkina Faso fait quand même partie des gros en Afrique de l'Ouest notamment. Le Burkina Faso qui a été même finaliste de la CAN il y a quelques années, on va dire. En 2013. Oui. Et donc le Burkina Faso qui s'offre au Bénin. Comment vous entrevoyez ce genre de rencontre? Non, c'est d'abord le Burkina, on l'a dit, c'est un gros client pour le Bénin. C'est beaucoup plus difficile que les Béninois ne se l'imaginent. Le seul point positif peut-être pour le Bénin, c'est la proximité. Donc, on aura deux matchs si les conditions sont bonnes avec beaucoup de public, beaucoup de Béninois pourront se rendre du côté de Ouagadougou. Sinon que dans le contenu, en termes d'effectifs et de valeurs intrinsèques aujourd'hui, le Burkina Faso a un grand avantage, non seulement en ce qui concerne la valeur de joueurs. C'est une équipe qui depuis 2013, même si ces derniers mois, cette dernière année n'a pas brillé autant que lors de la CAN 2013. C'est une équipe, il faut rappeler, qui est passée à 2 doigts de se qualifier pour le mondial 2014. N'eût été cette dernière rencontre contre les Algériens. Le statut est resté, même si certains joueurs ont pris de l'âge. Et par le passé, les confrontations Bénin-Burkina Faso ont été souvent très difficile pour les Béninois, alors qu'à l'époque ce n'était pas la grande équipe du Burkina, c'était plutôt, comme je l'ai dit dimanche, une équipe rigueuse avec à l'époque les Moumouni et Dagano, mais ça avait été souvent difficile pour le Bénin. Donc globalement, et si ça peut-être qu'on aura le temps de revenir plus en détail, l'environnement du football au Bénin, aujourd'hui si on met tous ces facteurs les uns dans les autres, franchement si le Bénin passe, ce sera un miracle. Elvis Ressou, le Bénin joue donc le Burkina Faso dans ses éliminatoires. Le Burkina Faso, c'est quand même cette équipe qui a déçu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même cette équipe qui a dans son effectif un certain Alain Traoré qui ne joue presque pas dans son club en Europe, à Lorient, il ne joue presque pas. Une équipe déclopée, c'est ça?
Non, pas du tout. En tout cas, par rapport au Bénin, c'est pas une équipe déclopée. Moi, sans vouloir me vanter ici à ce micro, j'avais déjà prédit à la base que la Coupe d'Afrique des Nations 2015 serait hyper compliquée pour cette sélection du Burkina Faso, puisque on sait toujours que lorsque des équipes ne sont pas préparées à se retrouver du but en blanc pour jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations, l'arrivée, la chute est toujours compliquée parce qu'on a tout la tête dans les nuages. On pense qu'aujourd'hui on est des dieux sur terre. En Afrique, la preuve, la majorité des joueurs burkinabés et même le peuple burkinabé avait estimé que ces joueurs-là devaient signer dans des clubs, dans des grands clubs en Europe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pitropa est allé s'enterrer du côté du Golfe. Alain Traoré ne joue jamais. Il a toujours les pieds d'argile. Il a été prêté à Monaco. Il n'a rien foutu. Absolument rien foutu. Son frère appartient à un grand club, Chelsea. Oui, mais bon, Traoré, oui. Soit il n'a pas. Souvent prêté, oui. Il n'a fait que. L'année dernière, il a été prêté au Vitesse Arnhem. Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas changé grand-chose, bien entendu. Moi, c'est trop de bruit sur le fameux frère Traoré. Moi, pour l'instant, j'ai encore rien vu. Dans le groupe de Chelsea, oui. Soit, mais j'ai encore rien vu. Et bon, moi, c'est pas celui qui me fera le plus peur dans cet effectif-là des Burkinabés. Mais pour ce que moi, je retiens, j'aimerais calmer tous les Béninois, calmer les ardeurs. C'est vrai qu'on est très enthousiaste quand il s'agit des écureuils du Bénin. Oui, moi je suis réaliste, je suis pas utopie, je suis pas dans la lune, je crie ouais le Bénin est plus fort que toutes les nations en Afrique. Non, le Bénin n'a jamais été plus fort que le Burkina Faso. On va me dire que c'est le passé, je suis d'accord que c'est le passé. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que le Burkina Faso ait fait une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations, et ils étaient à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous on n'y était pas, on est loin d'y aller, il faut le rappeler. C'est pas que je suis pessimiste. Deuxième chose, il faut rappeler que cette équipe du Burkina Faso a quand même de la cohésion. Donc c'est un effectif qui est déjà en place, qui se connaît et qui sait comment se mobiliser pour les grands rendez-vous. Et ce second tour des éliminatoires de Coupe du Monde est un très très grand rendez-vous. Et le stade du 4 août de Ouagadougou est presque une citadelle imprenable. On a vu avec l'Algérie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il s'en fallait de peu que le Burkina Faso se retrouve en Coupe du Monde, mais le match retour leur a été difficile également pour des raisons d'arbitrage. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est compliqué d'aller gagner du côté de Ouagadougou. Donc déjà là, moi je ne veux pas le Bénin aller faire un espoir du côté de Ouagadougou, comme ça a été le cas face à la Guinée équatorienne. On a estimé que le Bénin était devenu champion d'Afrique et que tout était possible, que des gens étaient des demi-dieux, des génies du football béninois parce qu'ils ont permis au Bénin d'avoir un match uni face à la Guinée équatoriale. Je rappelle qu'intrinsèquement, le Burkina Faso est 2 tons au-dessus de la Guinée équatoriale. C'est vrai qu'on ne juge pas la valeur des équipes avant les matchs, mais quand on prend individuellement les joueurs, franchement, il n'y a pas photo. Et de la même manière, le Burkina Faso est 1 ton, voire 1 ton et demi au-dessus de l'équipe du Bénin. Nous, on n'a pas encore un effectif bien rodé. La preuve, c'est des jeunes qui tentent de sortir le bout de leur nez. Ça va être compliqué. Il faut qu'on soit modeste, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on travaille, il faut qu'on nomme enfin un sélectionneur national à la tête de ces écuries du Bénin, puisqu'il faut le rappeler, Ouma Tumogo n'est pas sélectionneur des écuries du Bénin. Il a été mis là pour l'opération Guinée équatoriale. Il n'a pas de contrat, il faut le rappeler. Pour l'instant, le Bénin n'a pas de sélectionneur. Opération kamikaze, si on peut le dire. Tout à fait. Contre la Guinée équatoriale du côté de Bata. Armel Kassavi, le Burkina Faso qui va jouer donc le Bénin, a changé son entraîneur. Paul Puty est parti. Alors, un nouvel entraîneur avec cette équipe du Burkina Faso, Gaynor Or, technicien français d'origine allemande qui a été notamment entraîneur de Nice en France. Alors, c'est pratiquement le même groupe comme Habib l'a dit. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de confrontation, double confrontation, match aller, il faut le préciser à Cotonou, retour à Ouagadougou. Match très difficile pour le Bénin, je vais dire d'entrée, parce que le Burkina, déjà tout le monde connaît le Burkina, ils ont été presque réguliers durant ces 2 dernières CAN, même si ils n'ont pas franchi la dernière étape qui est la finale, mais au moins le Burkina, ils ont quand même un fond de jeu, ils se connaissent, les joueurs se connaissent. C'est pas ici à Cotonou, à chaque match, on change les joueurs. La défense, aujourd'hui, on a 4 joueurs. Le match prochain, on a d'autres joueurs et ainsi de suite. On n'est jamais stable dans les différentes équipes qu'on met en place pour affronter une équipe ou une telle autre. Et donc, en plus, Gernot Rohr, moi je le connais parce qu'il a fait un tour au Gabon, il a été sélectionneur pendant la CAN qu'on a organisée. C'est quelqu'un quand même, voilà. C'est quelqu'un qui sait mettre une équipe en place et tout ça. Donc, si ça va continuer dans le désordre à Cotonou, je ne pense pas qu'on puisse passer le cap
du Burkina, parce que c'est un gros morceau. On rappelle que le Burkina Faso a fait 9 participations de Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale contre laquelle on a fait un match, on s'en vantait à ne plus en finir, n'a qu'à son actif, je crois, 2 Coupes d'Afrique des Nations, même s'ils ont fait une demi-finale et un quart de finale par accident. Il faudra également le rappeler. Donc c'est pour dire que l'adversaire intrinsèquement est largement au-dessus de la Guinée équatoriale. Et j'ai peur d'une boucherie en novembre prochain. Il faut aussi rappeler que le match retour est à Ouagadougou. Tout à fait. Donc, si on ne se met pas plus tôt au travail, je pense pas qu'on puisse passer cette étape-là. Habib? Non, mais tous les indicateurs, comme on est en train de le montrer, sont en réalité en faveur du Burkina Faso. Parce que au-delà du contexte, parce que le contexte pour le Bénin n'est pas bon, Elvis là, est revenu là-dessus, pas d'entraîneur pour le moment. Au niveau du Burkina, il y a eu un changement d'entraîneur, mais me semble-t-il que ça a été fait dans la continuité. Ça a été un changement intelligent, puisque Paul Pout avait mis en place déjà un système de jeu. On a une colonne vertébrale au niveau de cette équipe du Burkina Faso, et avec le nouvel entraîneur Gaynor, on sait que lui-même, c'est presque la même logique. Ce sont des entraîneurs qui, au-delà du résultat, veulent le beau jeu. Donc, on ne le voit pas remettre en cause tout le travail qui a été fait. Ça va se faire plus dans la continuité. Et pour ma part, ça a été fait de façon très intelligente de la part des autorités du Burkina Faso qui ont su assurer la transition tout en gardant cet effectif. Les joueurs ont pris de l'âge, mais en même temps, comme je le dis, quand on prend de l'âge, on perd un peu en jambes, mais on gagne beaucoup en expérience. On sait mieux gérer les rencontres, les temps forts et les temps faibles d'un match, donc autant de profit. Et aujourd'hui, vous allez voir, même quand on parle de l'équipe du Bénin, c'est vrai que il faut avouer que beaucoup de joueurs du Bénin ont connu des transactions lors de l'intersaison en cours. Mais le Bénin n'a réellement son effectif que sur papier. Parce que je me rends compte que chaque fois qu'on annonce de grands joueurs, tel joueur en forme, au moment des regroupements, il y a toujours de grands absent. Et déjà que l'équipe au complet ne fera pas le poids. Il n'y a pas de stabilité. Voilà, l'équipe au complet ne fera pas le poids face au Burkina Faso. Imaginez, avec les défections, parce qu'à des moments donnés, des joueurs vont réfléchir quand on va les appeler. Il y a des joueurs qui sont, les joueurs béninois pour la plupart, qui sont soumis à une rude concurrence au niveau de leur club et qui, comme on le sait, qui ont reçu la nationalité il y a 1 an ou 2 ans, bien réfléchissent toujours à savoir si c'est plus utile pour eux de revenir en sélection nationale ou de rester carrément avec le club. Et pour la plupart, ce sont des blessures imaginées, alors que l'équipe n'a même pas d'âme. Parce qu'aujourd'hui, on fait le point. Est-ce qu'il y a 3 joueurs titulaires indiscutables encore au sein de cette équipe des écureuils? On en doute. Même le capitaine Stéphane Sessegnon est de moins en moins, même si sa forme en début de saison rassure un peu, mais il faut relativiser. Il joue en équipe réserve, c'est normal que sa forme puisse calmer les gens. Et puis quand vous estimez que Stéphane Sessegnon est dans une forme incroyable, je suis pas d'accord à Bibi, il faut le rappeler. C'est que des matchs amicaux et c'est qu'avec l'équipe réserve, il faut arrêter. On va y revenir. Elvis Ressou, je vais vous sortir un nom et vous en occuper. Je sais que vous pouvez vous en occuper, donc vous pouvez vous délester dans cette émission. La boucherie peut commencer. Vous pouvez le découper comme vous voulez. Je sors le nom, simplement, il n'y a pas de question. Donc, vous en occupez, vous allez vous en occuper, quoi. Le reste, vous assurez, je sais, service après-vente, c'est vous. Bakary Koné. Non, mais. vous me provoquez, Axel et puis défenseur de l'Olympique Lyonnais. Non, mais c'est une hérésie, franchement, d'avoir Bakary Koné. Une erreur par match. Donc vous êtes sûr de marquer un but. Donc, les équipes peuvent avoir, pour voir une embellie dans le ciel des défense des Burkina. Oui, tout à fait. Dans le ciel des écureuils, c'est qu'on est sûr qu'en aller-retour, qu'on aura marqué au moins un but. Donc ça c'est garanti, c'est assuré. Il n'est pas gagné d'avance parce que même quand on connaît l'attaque du Bénin, même quand les occasions sortent. Non, c'est pas les occasions, c'est lui-même qui va mettre le ballon dans les buts. C'est pas les attaquants qui se dérangent. Non, mais c'est lui qui met même les ballons dans les buts. C'est un nulos. Excusez-moi le thème, franchement. Bakary Koné, on l'a vanté à un moment donné parce qu'il a permis à l'Olympique lyonnais de se qualifier pour les phases de groupe de Ligue des Champions. Il est venu de Guingamp. Tout le monde a crié dans la presse française. Oui, l'investissement de 2 millions d'euros qui ramène 20 millions d'euros à l'Olympique lyonnais, c'est un génie, c'est un dieu, c'est un nulos, c'est un nul, il ne maîtrise absolument rien. Je pense que du côté de Lyon, on en a véritablement marre. Il est allé à la Coupe d'Afrique des Nations, personne l'a pleuré. Du côté de Lyon, surtout les supporters, ils ont dit merci, amen, pendant un mois on aura la paix, il n'y aura plus de Blue Guard, il n'y aura plus de Blue Unity pour notre équipe. Je pense que fondamentalement, lui n'a pas sa place dans cette équipe des états du Burkina Faso. Mais bon, on attend de voir. Mais je sais que les équipes auront droit
tout au moins un but. Et ça, peut-être ça me rassure un petit peu maintenant. Quitte peut-être à ne pas en prendre plus, parce que moi j'ai peur. C'est vrai que Aristide Bansé et Bakary Koné, c'est la même trompe, et même si l'un est attaquant, l'autre est défenseur, Aristide Bansé, il cadre. Il n'est pas intelligent, hein. Pas du tout. C'est un bourrin, il frappe tout le temps en l'air. Il n'a qu'à faire du rugby, franchement. Non, mais il faut mettre un peu de bémol dans ce que Elvis dit, parce que c'est vrai que Koné, c'est pas un très grand défenseur, il fait beaucoup de fautes, mais après, en Ligue 1, ce n'est pas la même qualité d'attaquant en face de lui, donc il n'a pas la même pression quand il joue en Ligue 1 que quand il va jouer. Oui, dit G7, c'est un attaquant de championship, peut-être un attaquant de première ligue désormais, donc je pense qu'il y aura quand même de la qualité en force. Faut pas en douter. Frédéric Gounombe également, même s'il est en Belgique, il a de la qualité. Et face à Bakary Koné, on n'a pas besoin d'être un génie avant de le mettre en difficulté. Vous, Habib Aouna Ishola, vous êtes capable de le mettre en difficulté. Non, pas du tout. Je vous le garantis. Après, c'est quand même un joueur olympique de Lyonnais qui a fini deuxième du championnat de France. Il a joué combien de matchs? Il en a joué quelques-uns. Ce Bizeva s'est blessé, il va être renvoyé très bientôt, je vous le garantis. Armel Kassavi, on vous rappelle que le premier tour débutera en octobre prochain, le deuxième en novembre. Les 20 vainqueurs du deuxième tour sont répartis en 5 groupes de 4 lors d'un tirage au sort dont les modalités et la date seront déterminées. À la fin du deuxième tour, les 5 vainqueurs de groupe sont qualifiés pour la phase finale. Donc le chemin est encore long. Très long. Déjà, il faudra passer le cap du Burkina avant d'espérer être dans le groupe. Et puis, si d'aventure on arrivait à bien jouer dans ce groupe-là, se positionner pour la Coupe du Monde. Mais déjà l'essentiel, c'est le match aller à Cotonou et ensuite le match retour à Ouaga pour espérer figurer dans les groupes. Si le Bénin devrait estimer avoir une chance, il faut qu'à domicile, en novembre prochain, il faut maximiser. Qu'on soit capable de faire un résultat véritablement très favorable de ce tour. Mais c'est quoi le résultat favorable? Un minimum de 2 buts à 0. Oui, non, mais c'est ça le résultat. Non, mais vous voulez faire quoi? Vous voulez faire un but partout à Cotonou, vous êtes crucifié. Franchement, arrêtons de croire au truc. Si on n'est pas capable de battre de manière intrinsèque le Burkina Faso à Cotonou, puisqu'on nous a vanté que le stade de l'Amitié était également une citadelle imprenable jusqu'à un certain moment, jusqu'au 6-2 de la Côte d'Ivoire, qui nous a révélé finalement que notre stade n'était de citadelle imprenable que de nom, véritablement. Aujourd'hui, tout le monde est capable de venir nous battre à Cotonou. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai peur. Déjà, le match en septembre prochain va être un révélateur très important face au Mali. Moi, j'ai peur de la boucherie, franchement. Maintenant, je ne sais pas si, après cette boucherie-là, on aura le mental nécessaire pour affronter le Burkina Faso. Ça aurait calmé les esprits. On pourra revenir à l'essentiel, je crois. Alors, on fait un dernier tour de table rapidement sur le sujet. Habib? Non, mais on parle beaucoup de la dimension sportive, on parle de la dimension côté terrain, on parle beaucoup de la valeur des deux équipes, mais à côté, on n'a peut-être pas suffisamment mis l'accent sur l'environnement au niveau du football, parce que c'est important, puisque à un moment donné, ça reste l'âme d'un certain nombre d'équipes. Quand au moins vous n'avez pas la valeur de votre adversaire et que tout autour, il y a une union derrière vous. Parce que souvenez-vous que quand le Bénin s'est qualifié pour la CAN 2004, c'était plus sur cette union, sur l'envie et l'union. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'envie? Est-ce que les joueurs viennent encore en équipe nationale parce qu'ils ont vraiment envie de jouer? Certains viennent parce que il y en a qui sont jeunes, il y en a pour prendre des vacances, il y en a pour les copines à Cotonou, à Abidjan, pour la plupart, à Lagos et compagnie. Il y en a c'est pour avoir un petit temps de jeu, parce que pour avoir la visibilité dans leur club, parce qu'ils ne jouent pas. Donc, et pour certains, ils n'ont pas de gros moyens. C'est l'occasion aussi de venir en vacances saluer un peu les parents. Donc, cette envie-là, il n'y en a pas aujourd'hui. Allez, je ne fais pas l'historique de la crise qui est en cours. Donc, l'environnement également n'est pas bon. Et quand on met les uns dans les autres, franchement, on se demande d'ici novembre, on a encore 4 mois, est-ce que les choses vont évoluer? Eh bien, parce que si les choses n'évoluent pas, comme le dit Elvis, eh bien, je reprends son expression, on risque de vivre un chaos. Je ne voudrais pas parler de boucherie. Un chaos, C-H-A-O. Mais le chaos est quand même pire que la boucherie. Elvis? Oui, non, moi, comme je le rappelle, les gens estiment qu'on est des apatrides, il y a des gens qui donnent la super patrie à certains. Moi, je suis réaliste, je le dis, on est en football, c'est pas le bureau qui joue, c'est pas la fédération qui joue, c'est pas le ministère des Sports qui joue, c'est les joueurs sur la pelouse et la qualité de ces joueurs. Et comme l'a rappelé également Habib aussi, l'environnement et l'envie qu'il a autour des gens d'avoir l'objectif en commun de passer ce tour-là et de se retrouver dans les phases de groupe, ce qui serait déjà beaucoup pour le Bénin. Donc moi, j'attends de voir ce qui va advenir déjà du match du 6 septembre ici à Cotonou. Ce sera le vrai révélateur. Après, on pourra
spéculer, mais à la date d'aujourd'hui, ce 28 juillet 2015, j'estime que le Bénin pas largement battu avant cette explication face au Burkina Faso. Armel? Oui, on peut pas espérer avoir une victoire ou bien espérer se qualifier si tout autour il n'y a pas d'union autour de l'équipe nationale, parce que d'autres parlent la langue fond, d'autres parlent Mina, d'autres parlent. Il n'y a pas une cohésion autour de l'équipe nationale. Et s'il n'y a pas de cohésion, on ne pense pas que l'équipe, même les joueurs qui viendront, seront mis dans de meilleures conditions pour pouvoir affronter le Burkina. Alors, si déjà le ministère, la fédération, si on remet la fédération en place, bien sûr. Si tout ce monde-là se met ensemble et parle d'une même voix, on espère que ces joueurs-là pourront être galvanisés par tout le monde pour que au moins on puisse avoir un résultat déjà à Cotonou avant d'aller au Burkina Faso. Mais si on va continuer dans ce méli-mélo total, je pense pas qu'on puisse avoir quelque chose. Ouais. On passe à un autre sujet. Océan FM, le sport, une passion. On parle maintenant de la visite des émissaires de la FIFA et de la CAF au Bénin. Constant Omari Slimani et Prosper Abega a été à Cotonou. Elvis Ressou, une visite qu'on peut qualifier de visite rapide. En une journée, tout a été réglé pratiquement par ces deux émissaires-là. Les rencontres se sont enchaînées et puis le départ très rapidement. Les émissaires qui, déjà à leur arrivée, se sont jetés dans les bras d'un membre du gouvernement, en l'occurrence le ministre des Sports, Safiou Idrissou Afo. Tout était réglé après, il y a eu beaucoup de conciliabules avec l'ancien président de la fédération, Jérémon Charafou. L'ancien ministre des Sports, Didier Aklogan, également. Donc voilà, une mission qui est venue pour régler cette crise, dénouer cette crise. Que peut-on retenir selon vous? Oui, déjà, il faut rappeler que ceux qui composent cette mission, vous avez cité leur nom, Maître Prosper Abega, qui représentait la Confédération africaine de football. Le président de la Fédération congolaise, j'oublie souvent son nom, Constant Omari Slimani, voilà, lui était là pour le compte de la FIFA. Ils ont estimé, ils ont rappelé que ils sont venus à l'invitation du gouvernement béninois. Oui. Donc c'est de leur bon droit d'être accompagnés par le représentant justement du gouvernement béninois, qui est le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il fallait les mettre aux petits soins, il fallait s'occuper d'eux comme de petits nourrissons, parce que ils allaient se perdre dans la grande ville de Cotonou. Donc il faut comprendre. Moi je comprends parfaitement cela, il n'y a aucun problème à cela. Et surtout, il fallait assurer la sécurité. Tout à fait, voilà. Donc, voilà, quand on se rappelle de la façon dont Abega avait tout à fait fini pour le congrès électif en août, je pense, 2013. Tout à fait, voilà, à Porto-Novo, voilà, où ils ont estimé qu'ils n'avaient pas la sécurité. Donc, c'est un ensemble de choses. On peut comprendre cela. Il peut faire les bébés, c'est normal. Deuxième chose, il faut également rappeler que cette mission est venue à Cotonou, pas pour régler la crise, mais d'abord écouter les acteurs, parce que eux n'ont pas pouvoir de décision. Il faut le rappeler à tous les auditeurs, à tous ceux qui pensent que Prosper Abega et Constant Omari sont devenus des amoureux du football béninois, que c'est les génies, c'est les dieux, c'est eux qui vont dénouer la crise au Bénin, alors que ces mêmes observateurs ont passé leur temps à les vilipender sur toutes les antennes de radio. C'est souvent, on voit midi à sa porte, comme je le rappelle tout le temps. Je rappelle qu'ils n'ont pas pouvoir de décision, ils sont venus écouter, ils vont prendre un rapport et c'est le comité exécutif de la Fédération internationale de football et association qui prendra une décision en son temps. On parle des décisions sous 15 jours, on attend de voir ce que ça va donner, on entend des choses en coulisses, on va y revenir forcément tout au long de cette émission. Oui, on a bien vu par le passé que les décisions de la FIFA ne valent que lorsque... Voilà, oui, on va y revenir, c'est pour ça que je vais calmer les âmes. Voilà, puisqu'on se souvient au moment de l'autre crise, la FIFA elle-même avait estimé que, voilà, que lorsque ces décisions ne sont pas prises au cours d'un congrès qu'elles n'ont pas trop de force. Maintenant, pour revenir, donc, comme l'a dit Elvis, les choses sont allées très vite au niveau de cette mission, mais il y a un peu d'insolite au niveau même de l'arrivée de ces deux émissaires de la CAF et de la FIFA, à savoir que, la CAF et la FIFA acceptent l'invitation d'une structure, à savoir le gouvernement, qui n'est pas leur interlocuteur. C'est pas la première fois. En 2010, pour la crise de 2010, ça a été le cas plusieurs fois, où les émissaires de la FIFA et de la CAF sont arrivés à Cotonou et ont eu Girofa, tout ce que vous voulez, ça a fait le buzz en son temps. Les mêmes acteurs qui ont critiqué cela, tout ça, cela normal aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on est dans un pays extraordinaire. C'est incroyable. Voilà, oui, où chacun, en fonction des intérêts, se
positionne ses points de vue, les mêmes qui avaient estimé que l'ingérence n'était pas bonne à l'époque, on trouvait cette fois que l'ingérence est bonne. Mais restons sur l'arrivée de... Oui, le facteur. Voilà, sur le facteur. L'arrivée de ces deux messieurs-là, c'est quand même que la FIFA elle-même, sur son principe qui lui est cher, le principe d'ingérence, franchement, il y a 2 poids, 2 mesures. Tantôt, la FIFA brandit ce principe, tantôt, eh bien, elle ferme les yeux là-dessus, comme si elle-même se positionnait aussi en fonction de sa proximité, de sa proximité avec le comité exécutif, si eh bien, le comité exécutif a son soutien ou pas, ou finalement c'est du camp du gouvernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embrouillaments, de sorte à ce qu'on a du mal à se tracer une ligne directrice de la position eh bien, de neutralité qui pourrait être et qui devrait être en principe celui de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Oui, Armel, bon, on peut logiquement se questionner sur la crédibilité et l'objectivité de ce que ces émissaires de la FIFA et de la CAF vont pondre comme rapport. Oui, on peut se poser des questions, naturellement, vu que déjà ces messieurs sont venus en tourisme, c'est pas pour soi-disant écouter les acteurs. Fort, ils sont venus en tourisme. Encore que, oui, ils sont venus en tourisme parce que... Encore que Constant Omari était bien accompagné. Moi je pense que depuis près de 10 ans, on a tout le temps vu les missions de la FIFA CAF se succéder, mais jamais la crise depuis là ne finit. On va où là? On va où? Ils sont venus en tourisme une fois encore, ils vont raconter, ils vont se retrouver dans un bureau de peut-être Corvaro, ils vont sortir quelque chose et envoyer, bon, à vous. Si déjà sur place ici, à Cotonou, il n'y a pas une entente, je pense pas que c'est pas la FIFA ou qui que ce soit qui viendra régler cette crise-là. C'est les Béninois eux-mêmes, c'est aux Béninois eux-mêmes de trouver une solution à cette crise pour finir une bonne fois pour toutes. Oui. Et non à chaque fois appeler un ami à la FIFA qui viendra ici écouter en tourisme, on fait dépenser le gouvernement et tout ça, il vient en tourisme, il se balade, il fait ce qu'il veut, il repart là-bas, on nous envoie quelque chose et puis bon, allez, 2 ans après, c'est encore crise, on va encore appeler la FIFA. Arrêtons avec le gaspillage, c'est une perte de temps pour le football béninois, pour les jeunes qui ont envie d'évoluer, pour l'équipe nationale qui doit au moins, depuis près de 4 à 5 ans, on ne va plus en CAN, juste parce qu'il n'y a pas une entente. Ici, on dit autre chose, là-bas, on dit autre chose, et il n'y a pas une cohésion autour de cette équipe-là. Il faut rappeler, si vous le permettez, oui, que ce que dit Armel est important quand il dit de trouver la solution ici, entre nous, je l'ai toujours clamé, c'est pas des gens, c'est pas ces blagues qui va débattre à Cotonou qui va trouver la solution. Parce qu'au niveau du Cameroun, nous, on a mis justement en place un comité de normalisation, on va y revenir. Les Camerounais ont décidé finalement de faire fi de tout le cinéma de la FIFA et de la CAF et de trouver la solution entre eux, de trouver le consensus nécessaire pour mettre en place un comité exécutif pour la fédération, la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, et aller à l'essentiel. Et je pense que ce devrait être le cas au lieu d'attendre toujours Dieu qui ne descendra jamais pour régler nos problèmes. Oui, Albert n'est pas là, oui, évidemment. On pense à lui. Habib, il a encore fait une école missionnaire aujourd'hui. Il est en mission, oui. Je tente de le remplacer, Habib, tout ceci est quand même incroyable, non? On reste à Cotonou, on crée une crise de toutes pièces, on monte une crise de toutes pièces, et puis on est encore là, appeler la FIFA au secours. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Non, mais c'est bizarre dans le fond, mais ça révèle que la véritable crise qui a été créée en 2009, parce que c'est en fait ça le problème, c'est que on a l'impression que le vrai problème, c'est que la crise de 2009 n'a jamais été résolue réellement jusqu'à présent. Jamais. Voilà, parce que les acteurs qui sont revenus en 2013, comme je le dis souvent, c'est un mariage de raison. Ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont combattus. Les amis d'hier deviennent adversaires de circonstances et finalement, on évolue en créant de nouvelles frustrations. Parce que quand vous réglez une crise en créant de nouvelles frustrations, en faisant des associations contre nature, et bien finalement, ça ne dure pas. On a l'impression que certains sont entrés dans le comité exécutif, non pas parce que ils avaient une vision pour le foot, mais parce qu'ils pensaient que eux-mêmes feraient ce qui se faisait par le passé et qu'ils avaient décrété simplement parce qu'il n'y avait pas leurs intérêts. Donc c'est une question. Et ceux-là sont allés très vite en dissidence parce qu'estimant que voilà que les choses ne se passaient pas, les sous de la FIFA n'étaient pas redistribués à leurs yeux tels que
il avait envisagé avant d'entrer au sein du comité. Donc, on a eu le problème, le sentiment était réel que le football béninois est pris en otage par un certain nombre de mercenaires pour qui le plus important de tout, c'est leurs intérêts personnels, parce qu'ils vous diront voilà, que c'est eux qui investissent en premier dans le foot. Donc, ils doivent pouvoir récupérer la fédération et la gérer comme bon leur semble. Oui, Elvis, on se pose également une question, sans doute, c'est parce que le rapport de Primo Covaro, qui est chargé des associations membres, accable le gouvernement, que ce même gouvernement souhaitait qu'une autre mission descende à Cotonou. Bah, moi, j'avoue que j'en sais strictement rien. J'ai pas lu le rapport n'a pas été publié. Mais bon, comme vous l'avez rappelé, on peut se poser peut-être la question, parce que d'aucuns des observateurs estimaient que lorsque Primo Covaro était arrivé à Cotonou, qu'il était collé au comité exécutif de la Fédération béninoise de football, et que donc de fait son rapport devrait être coloré et devait être en faveur de ce comité exécutif là. Aujourd'hui, on a vu une autre mission qui est venue à Cotonou, qui a été collée, comme l'ont dit les observateurs, au gouvernement par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Le ministre était aux pétitions, il était à comme on dit, ce qui est normal, je l'ai précisé, le contexte, c'est normal. Donc, on estimerait également que ce rapport-là serait peut-être coloré. Donc, comme je l'ai rappelé, au finish, il fait venir les trois, justement, pour qu'on puisse faire la synthèse et pour qu'on puisse faire sortir un rapport qui semblerait peut-être être neutre et pourrait être validé par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est même pas les missions, en tout cas, l'essentiel, moi, là où j'ai l'impression qu'on veut aller, on veut forcément aller à cette formule de, comment on appelle ça, de comité transitoire. Comment on appelle ça? Oui, c'est comité de normalisation, voilà. On veut aller forcément à ce comité de normalisation. Je ne sais pas dans quel rêve, dans quel songe. Et on force. Oui, je ne sais pas dans quel songe on a vu ça, que c'est le comité de normalisation qui va résoudre tous les problèmes du football béninois. Et souvent, pour justifier cela, moi, j'entends les gens dire que oui, aujourd'hui, les tests qui régissent la Fédération béninoise de football sont obsolètes, ne sont pas de rigueur, ne permettent pas à tout le monde d'être dans le football. Mais je rappelle que déjà à la base, ces tests qui ont été prises et qui ont été mises en place n'ont jamais été respectées. Et on estime qu'il faille faire de produits de nouveaux tests. Et que subitement, tout le monde va devenir des saints, qu'on va pouvoir respecter ces nouveaux tests. Si vous n'avez pas pu respecter les anciens tests, rien ne nous préjuge que vous allez respecter ces nouveaux tests. Et je rappelle également, quand on fait le procès, en estimant qu'on a mis un article dans les statuts de la fédération qui stipule qu'il faille faire 4 ans dans un comité exécutif avant de prétendre à un poste, au poste de président de la Fédération béninoise de football, que ça exclut des gens. Je rappelle que c'est pas le comité en place spécialement là qui l'a mis en place. Ça a été fait bien avant pour sortir justement de la crise de 2010 là, où justement pour exclure des gens, tout le monde est allé en assemblée générale, même ceux qui crient aujourd'hui, et applaudit, ont voté pour ce texte là. Aujourd'hui, comme ça ne les arrange plus, on chiale partout. Ouais, les textes sont pas bien, il faut que tout le monde soit capable. Mais je rappelle que quand vous n'êtes pas membre d'une association, et que vous n'avez pas fait vos preuves dans l'association, vous ne pouvez pas débarquer du jour au lendemain comme un Messie, comme Jésus-Christ, pour estimer que vous avez la science infuse, vous êtes un génie, vous pouvez développer une... Non, on a une association, Océan Football Club. Je ne sais pas, un Quidam sort de nulle part, il dit ouais, je vais être président d'Océan Football Club parce que moi j'ai tout, je maîtrise tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez militer d'abord et vous venez après poser votre candidature. Commençons, comme je le dis tous les jours, à respecter les tests et arrêter de penser que c'est le comité de normalisation qui viendra résoudre nos problèmes. Ça ne va rien résoudre. On va faire de l'hypocrisie souriante. On va faire comme l'a dit Habib, des mariages de raison. Et 2 ans après, on va commencer encore par se tirer dans les pattes et estimer que tel est exclu. Et je rappelle également que ceux qui ont décidé de ne plus jouer, de ne plus faire partie de la fédération, du comité exécutif de la fédération, en son temps, devront assumer leurs responsabilités et arrêter de faire croire qu'il fallait faire une réunification de la famille forcée. Le Doliba est en division amateur au Mali. Personne n'est en train de pleurnicher au Mali. C'est la loi, c'est le respect de la loi. Oui, vous voulez parler de la crise de 2010 où certains, évidemment, n'ont pas joué aujourd'hui, traînent avec leur club. Tout à fait. Non, mais, et le problème est d'autant plus préoccupant que quand vous remarquez, eh bien, quand il y a une situation, il y a des personnes qui se mettent tout de suite en dehors de la fédération et qui crient à la dissidence. Et ce sont ces personnes-là en premier qui demandent en même temps la résolution de la situation, alors que quand vous avez un problème, que vous décidez que en claquant la porte, c'est que vous estimez que la solution ultime pour vous, c'est de partir et de laisser les choses se faire. Il y a une assemblée générale dans 4 ans. Et là, si tant est que votre voix
C'est-à-dire, si tant est que votre position est si soutenue, c'est que à la prochaine Assemblée Générale, vous gagnez, vous mobilisez suffisamment de monde, mais vous mettez en dehors de la gestion d'une fédération, vous faites dissidence d'un comité exécutif et vous criez, et vous demandez à ce qu'on arrête le mandat. C'est un putsch, je suis désolé. Alors il n'y a pas d'autres mots. Alors que selon les textes, c'est vous qui avez compétence de pouvoir peut-être arrêter le mandat, puisque vous êtes représentant d'un certain nombre de clubs, vous siégez à l'Assemblée Générale, et l'Assemblée Générale majoritairement est souveraine, et à la majorité, elle peut décider de mettre, fin au mandat. Mais dès lors que vous sortez de la structure, vous n'y appartenez plus. C'est fini. Vous n'y appartenez plus. C'est plutôt au comité exécutif, s'il est de bonne foi, ou s'il estime que vous êtes encore utile, de tenter de vous ramener à la maison. Vous ne sortez pas d'une maison pour crier dehors et appeler des corps étrangers à vous réintégrer dans votre maison. Si c'est le cas, vous faites un mea culpa en bonne et due forme, mais vous regrettez votre action de départ. Et après, si le comité décide, si l'AG décide d'être indulgente avec vous, si elle décide de vous sanctionner, vous subissez la rigueur de la loi. Parce que c'est un principe d'association. Et c'est d'abord les bases de l'association qui sont respectées. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la politique s'est mêlée à tout. Et tout le temps, eh bien, il y a du chantage. Parce que c'est aussi ça. C'est en sorte, ils font du chantage. Éternellement, on est en train de faire du chantage au niveau du football béninois. Oui, j'espère que les activistes de la crise vous ont écouté. Hein, les connaisseurs des tests qui jouent aux connaisseurs dans les coins de Cotonou, dans les rues de Cotonou, j'espère qu'ils sont en train de vous écouter dans cette émission Océan Football. Quand je le rappelle, nous, on est des idiots, on met tous rien. On dit que ce qu'on pense, c'est pas la science infuse qu'on donne aux auditeurs. Voilà. Armel, finalement, est-ce qu'un comité de normalisation peut régler quelque chose au Bénin? Je pense pas, parce que c'est pas le comité. Si il n'y a pas entente, c'est pas le comité de normalisation qui viendra régler quelque chose. Déjà, moi, je me pose une question depuis un moment. La FIFA et la CAF sont venus en mission et tout ça. Il y a eu un comité qui a été mis en place pour essayer de gérer cette crise-là. Le CRO ou je ne sais pas quoi. Le CRO, le comité de réunification de l'orientation. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette mission, ces émissaires-là n'ont pas pu rencontrer ce CRO pour essayer de savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont pu ressortir, parce qu'ils ont déposé déjà leur rapport, si je ne me trompe. Oui, la semaine écoulée. Qu'est-ce qu'ils ont pu ressortir et tout ça? Quelle conclusion? Et la FIFA ne peut pas reconnaître. Ils ne reconnaissent pas le CRO. C'est évident. C'est le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Sports qui a mis en place ce CRO. Ils sont venus en mission pour le... Non mais Armel, je ne sais pas ce qui vous surprend. Comme je l'ai rappelé, la FIFA est capable de dire aujourd'hui que telle chose est possible et demain, vous dit que c'est plus possible. C'est en fonction également des positionnements de chacun de ses intérêts. Donc moi, ça ne me surprend. C'est pourquoi je rappelle que le CRO n'a pas de valeur à ce que je dis suffisamment à l'image aux yeux de la FIFA pour que les émissaires de la FIFA puissent rencontrer ce CRO-là. Il faudra, franchement, il n'a pas polémique là, franchement. Et si au niveau du ministère des Sports, on tient tant à ce qu'il y ait un comité de normalisation, c'est la seule façon aujourd'hui pour le ministère des Sports d'amoindrir le comité exécutif de la fédération qui est là. Parce que si le comité de normalisation doit y avoir, la décision viendra de la CAF et de la FIFA. Et malheureusement pour la fédération, c'est une première. C'est une première, mais elle réussit. Pour un mandat qui est en cours. Pour un mandat qui est en cours, c'est sûr. D'ordinaire, c'est en fin de mandat, lorsqu'il y a des problèmes à renouveler le mandat, qu'on arrive à un comité de normalisation. On a lu l'article 7 de la FIFA qui est assez ambigu à l'idéal de qui estime que dans des situations spéciales qu'on est capable de mettre en place. Mais c'est quoi la situation spéciale? Ils n'ont qu'à alors déterminer au prochain congrès, c'est important parce que la FIFA aime trop les petits, les malentendus, les ambiguïtés. Arrêtons avec les ambiguïtés, disons, nommons clairement les choses et arrêtons de compter sur des textes et des lois qui régissent pas, qui sont pas forcément logiques. Donc les lois sont faites pour être corrigées. La FIFA en arrive à les respecter. Mais faire corriger, c'était sa leçon. Parce que ça va faire jurisprudence. Je rappelle que Constant Omari est président de fédération et que ça pourrait peut-être lui arriver également. Oui, évidemment. On finit sur le sujet. Trop puissant chez lui. On finit. Donc je disais que ça obligerait le comité le comité exécutif actuel à aller autour de la table et on serait obligé de tout remettre à plat et de faire parler tout le monde finalement. Voilà. Comité de normalisation ou pas, la crise doit se régler entre les acteurs réels du football béninois et non
les externes qui viendront régler cette crise-là. Jamais. Et quand Amel parle de acteurs, il parle pas de vous et moi, il parle pas de supporters, il parle pas de badons, il parle pas des érudits, des qui estiment que sont des cadres du football, du sport. Il parle de ceux qui siègent à l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football. Il s'agit des clubs, il s'agit de l'association des arbitres, des entraîneurs, des anciens footballeurs, des kinésithérapeutes et des ligues. Ça, c'est les vrais acteurs du football. Le reste c'est que du bavardage et du pipeau. Le ministère aussi pas, c'est le ministère qui sont les gros sous après tout. Non, pour les écureuils du Bénin, voilà. C'est normal. Même pour les championnats, ils sortent des sous. Non, c'était une fois une manière très exceptionnelle. Et c'est parce qu'il y avait crise. Et c'est parce qu'il y avait crise. On sait dans quelles conditions ça a été fait, mon cher Habib. On va pas refaire l'histoire. Voilà, on souhaite également que Anjouré Moucharafou va jouer au médiateur. Lui qui est pourquoi pas, puisqu'il maîtrise véritablement les choses. Voilà, on espère qu'il va jouer enfin. Non, mais moi, je préfère qu'il reste à l'écart parce que je dis sa neutralité est remise en cause. Et quand vous les réglez une crise, alors que vous n'êtes plus neutre, franchement, il y a une partie qui n'acceptera pas. On passe à un autre sujet, le dernier. Océan FM. Une expérience unique. Elvis, on évoque quelques mouvements de transfert, mais on va parler rapidement de la situation de Stéphane Sessegnon. C'est vrai qu'avant la tournée américaine de son club, West Bromwich Albion, il a été écarté par Tony Pulis, qu'il a envoyé en équipe réserve et mis son nom sur la liste des transferts. En équipe réserve, Stéphane Sessegnon a marqué un but avec l'équipe réserve, évidemment, et puis il a été rappelé dans la foulée par Tony Pulis. Il a rejoint l'État de Virginie aux États-Unis pour jouer contre un club. Il s'agit donc d'un club de 3e division américaine, Richmond Kickers. Dans ce match, il a été passeur sur le 2e but de Brown Ideye. Ce club a gagné 2-1. Et puis après, il y a eu ce match amical samedi dernier contre Swindon Town, club de 3e division anglaise. Sessegnon a été passeur une fois de plus pour James Morrison, et puis il a marqué un but, une frappe repoussée par le gardien, et puis il est là présent pour marquer. C'est Sessegnon qui revit selon vous? Non, mais il faut rappeler qu'il est toujours écarté, il est toujours sur la liste des transferts. Non, c'est trop tôt de dire qu'il revise, mais ça fait plaisir que quand on le met un peu sous pression, et puis sortir de ses réserves et monter véritablement, qu'il en a un peu encore sous la gomme. Moi, je suis peut-être content pour lui. J'espère que, à défaut de rester à West Bromwich Albion, qu'il va trouver un club à la hauteur de l'Europa League comme lui-même le souhaite, et aller jouer et arrêter véritablement de penser que lui. Est-ce qu'il a encore le niveau de l'Europa League? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne. C'est son souhait. Moi, je ambitieux, la réalité. Non, mais laissez-moi pour une fois que j'essaie d'être gentil, c'est pas. Vous me le reprochez encore, mon cher ami. Je ne comprends pas finalement ce que vous voulez voir. Donc, je rappelle qu'on espère pour lui qu'il trouve un club qui jouera l'Europa League comme lui-même le souhaite. On parle d'un départ du côté de la Turquie. Je l'espère pour lui. Et j'espère. Parce qu'il faut rappeler, c'est un gros salaire du club. Hein. Un très gros salaire. C'est l'un. Le club veut le libérer. C'est l'un, oui, c'est le plus gros salaire du club, je crois bien. J'en avais discuté un temps. Donc, j'espère pour lui qu'il pourra trouver cette solution-là. Et j'espère également pour lui qu'il a compris qu'aujourd'hui, à 31 ans. Et il lui reste un an de contrat. Oui, à 31 ans, qu'il faille terminer sa carrière de très belle manière et arrêter de passer son temps à faire des frasques dans les médias, à conduire en état d'ébriété, à passer ses nuits dans les coins chauds, dans les boîtes de nuit ou dans les débits de boissons. Oui. Voilà. Habib, il faut rappeler que même si Sessegnon restait, il n'est pas évident qu'il joue régulièrement parce qu'on a annoncé l'arrivée de Bakary Sako, joueur ailier gauche ou droit si vous voulez, du Mali, qui a été très bon en Coupe d'Afrique des Nations. Bakary Sako qui a joué cette dernière saison à Wolverhampton. C'est un ancien joueur de Saint-Étienne. Il est annoncé donc à West Brom. Non, mais de toute façon, que Sessegnon reste ou pas, il ne jouera plus un rôle déterminant au sein de West Bromwich Albion. La saison dernière, déjà, on sait comment sa deuxième partie de saison a été. Donc, le club compte de moins en moins sur lui. Et à 31 ans, le club s'interroge aujourd'hui. Sa pré-saison est en train peut-être d'être bonne, mais ça ne suffira pas à le retenir parce que c'est un gros salaire. Voilà. Après, c'est les questions économiques qui entrent en jeu. Puisque si, avec des jeunes joueurs, on a la possibilité de faire partie de cette saison, surtout s'il y a encore un club comme en Turquie qui propose une belle offre,
autant se séparer de lui. Et surtout que lui-même ne manifeste pas une envie particulière de rester dans le club. C'est tellement que sa réaction d'orgueil, c'est pour montrer à son entraîneur qu'il a mis sur la liste de départ, qu'il avait encore un peu de génie dans ces gens. Mais il est habitué à ces genres de réactions quand il est en difficulté. Mais après, il va rentrer dans les rangs et revenir à son vrai niveau qui aujourd'hui est quand même de moins en moins élevé. Voilà, à 31 ans, avec une hygiène de vie qui n'est pas très saine. C'est presque logique ce qui lui arrive. Dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est apathique. Dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est contre Stéphane Sessegnon. C'est la réalité parce qu'il y a beaucoup de pseudo-supporters de Bardo qui vont estimer qu'on le déteste. Mais bon, c'est la réalité. Moi, je peux rien. C'est les faits, comme je le dis. Sessegnon est barré à West Brom par Kaloum McManaman, on le précise. Et on va revenir maintenant sur quelques transferts rapidement. Armel Kassavi à Sergio Romero, le gardien de but de l'Argentine, titulaire en équipe argentine qui a signé à Manchester United de 3 ans, contrat de 3 ans pour être le remplaçant de De Gea. S'il y a départ, c'est un bon coup pour lui. J'espère qu'il fera mieux qu'à Monaco parce qu'à Monaco, il a été tout le temps laissé sur le banc. Il a été barré par Soubaji. Ouais. Donc, j'espère qu'il pourra mieux rebondir à Manu. Déjà que si tout va bien, peut-être que De Gea pourrait partir au Real Madrid il pourrait avoir sa place de titulaire si possible. Oui, Drogba à l'Impact Montréal, c'est annoncé, c'est dit à faire. C'est officiel, oui, au Canada. Ouais, c'est bien aussi pour lui. Il a quitté le Chelsea, il prend de l'âge, donc c'est mieux qu'il aille se reposer un peu dans ces genres de clubs-là que de rester à Chelsea, même si moi je pense qu'il faudrait mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Donc, c'est une bonne décision pour lui. Jordan Ayew à Aston Villa, c'est mon transfert pour lui, Jordan? Oui, pour lui, évidemment, puisque lui, il a envie de progresser. Il a estimé qu'il était le génie de Lorient. Mais il n'est pas sûr d'être titulaire, parce que Emmanuel Adebayor est annoncé également à Aston Villa. Ça peut être réglé, oui. Lui, il estime qu'il peut être titulaire. Lui, il va justement à Aston Villa pour être titulaire. On connaît son boulard, on connaît son ego, on connaît également son talent. Reste à ce qu'il soit constant. Moi, j'attends de voir parce que c'est 12 buts avec Lorient cette saison et 4 passes décisives. C'est le meilleur joueur de Lorient sans aucune discussion, il n'y a rien à dire. Et c'est un garçon qui progresse, il faut le rappeler désormais, et qui est assez constant. Je suis d'accord avec lui, il est assez constant. Quand vous êtes dans une équipe, quand vous êtes dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de génie. Oui, mais on ne refuse pas. Mais quand une équipe comme Lorient vous offre cette chance-là et les conditions dans lesquelles il part avec ce bras de fer, parce que quand vous partez, voilà. Non, c'est pas un bras de fer. C'est Jordan Ferry qui est un cupide à souhait. C'est le président de Lorient. C'est un cupide. Il pense tout le temps à ça. Arrêtez. Lui, il est tout le temps en train de penser à l'argent. Vous avez dit, je te laisse partir à 10 millions d'euros. Il y a une offre de 10 millions d'euros qui vient avec plus 2 millions d'euros en bonus. Monsieur dit non. Qui veut 17 millions d'euros. Au nom de quoi? Au nom de quoi Jordan a eu 17 millions d'euros. Il est parti finalement avec 12 millions d'euros. Il est parti avec 12 millions d'euros. Habib, Marseille qui a pris, qui devrait prendre Abou Diaby. Ils ont pris Lassana Diarra, Javier Manquillo qui appartient à l'Atlético Madrid. La saison dernière, il a été prêté à Liverpool. Aussi à Marseille. Mais l'OM fait les choses à son niveau. Ce sont des joueurs. Voilà, l'année dernière, le recrutement n'est pas bon. Cette fois, ce sont des joueurs qui sont lâchés un peu partout que l'OM prend. Pour Abou Diaby, ça peut paraître a priori un bon transfert, sauf que le joueur n'a plus joué pratiquement depuis 2 ans. Et l'intensité de jeu que Marcelo il a eu un contrat fixe avec prime par match. Voilà, donc oui, mais ça reste tout de même parce que si Marseille lui fait appel, c'est que Marseille continue, il peut être titulaire après s'il se blesse. On finit avec 2 transferts casquettes bizarres selon moi. C'est Souley Ali Muntari qui a signé à Al Ittihad, il a rompu son contrat au Milan AC. Et puis également le jeune Algérien Ishaq Belfodil, formé à Lyon, évidemment, Elvis, qui vient de signer à Baniyas aux Émirats Arabes Unis. Les Algériens sont coutumés de ces genres de transferts. Moi, ça ne m'étonne pas. Ishaq Belfodil, ce n'est que 23 ans. Oui, ils sont coutumiers de cela. Ils aiment jouer dans les pays arabophones. Je ne sais pas pourquoi. Ils s'y sentent peut-être très bien. C'est de leur droit. Par rapport à Souley Ali Muntari, aujourd'hui, finalement, attendez, il a fini le football. Il doit aller se reposer, il doit se mettre plein les poches. Moi, pour moi, qu'il aille jouer même, je sais pas, sur la Lune, j'en ai rien à carrer, franchement. Il n'a pas plus substantiellement rien au football mondial aujourd'hui. Voilà. Belfodil, c'est 23 ans, il a été formé à Lyon. Il était à Parme la saison écoulée. Une équipe en faillite, évidemment. Belfodil a signé donc à Baniyas, c'est ce qu'on peut retenir. Armel Déjà, Baniyas, moi, je connais même pas, donc... Ne cherchez même pas. Quoi. Il me semble qu'au match
Mogo a joué dans ce club, Banias. Et voilà, merci. Et c'est pratiquement la fin de cette émission. Habib, un mot sur un transfert qui vous a marqué. Non, mais c'est l'arrivée de Romero à Manchester United. Moi, ça me paraît difficile, difficilement compréhensible, parce que si Deji a pas et que c'est Romero qui doit le remplacer, c'est quand même deux crans en dessous. Hein. Oui. Je crois que Valdés n'est pas encore libéré. Hein. Non, il est libéré. Puis Vanga a estimé qu'il n'a pas voulu jouer assez de matchs avec l'équipe des moins de 21 ans. Donc, voilà. Vous savez, Vanga, c'est un militaire, lui, c'est un général. Merci. On dit merci à tous les auditeurs, à tous les fan club, Océan Football Club, OFC sur le net, Elvis Resso officiel. Merci à tous les followers. C'est gentil et on dit beaucoup de courage. On espère qu'Albert sera de retour. Il a fui pendant 2 semaines. Non, mais arrêtez, ça, c'est des excuses. Il a fui pendant 2 semaines. On espère le voir en studio parce que, comme on le rappelle vulgairement, ça fait des analyses. C'est la fin de l'émission. Merci à tous.